Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'interview à la une, les grands entretiens de la rédaction du groupe Nice Matin. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Nicolas Gallup, rédacteur en chef de Nice Matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Avec nous aujourd'hui, le référent départemental de la France Insoumise, qui est aussi deuxième colistier de Nice Front Populaire, candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars. Bonjour Olivier Salerno. Bonjour. Bienvenue. Et merci beaucoup. Alors cette campagne à laquelle vous participez, elle a donc commencé. Un mot sur le début de cette campagne, comment vous l'appréciez pour l'instant ? Très bien. Moi je suis très content, je suis super content de venir ici pour en parler d'ailleurs. Et nous on est ravis de vous accueillir. Merci, Vraiment. merci encore. En fait, c'est une campagne qui a commencé en octobre par un grand meeting qu'on a fait sur la place Garibaldi. C'est très difficile dans la ville de Nice de trouver des salles pour des meetings. Donc nous, on fait ça sur la place publique. On reprend un peu la rue pour faire nos événements politiques la plupart du temps. Et depuis, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a énormément d'équipes qui partent en tractage sur les gares, dans les places, là où les gens passent, mais aussi et surtout, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, en porte-à-porte, dans différents quartiers de la ville de Nice, à la rencontre des habitants et des habitantes, parce que on a un questionnaire qu'on leur soumet pour leur demander ce qu'ils pensent de leur quartier, de la vie dans la ville, et puis surtout on leur propose quelques propositions de notre programme qui est en gestation. Et dans ces propositions, on leur demande ce qu'ils pensent de nos propositions, si ils trouvent qu'elles sont plutôt bien, plutôt appropriées par rapport à leur quotidien. Puis s'ils trouvent qu'on est à côté de la plaque, il va falloir nous le dire aussi. Bien sûr. Parce qu'en fait, on a toujours ce truc de dire qu'un programme, un projet politique, ça se construit avec les habitants par rapport à leurs besoins. Donc il y a ça, et puis ça vous aura pas échappé, vu que vous êtes venus, qu'on a fait notre première conférence de presse, c'était mercredi, cette voilà, sur le logement. On va y venir. Pour nous, une des thématiques principales de cette Exactement, campagne. on va venir sur toutes ces grandes thématiques, sur tous ces grands enjeux pour vous. Un mot pour finir sur la campagne. Pourquoi écriviez-vous récemment qu'Estrosi et Ciotti pourrissent le débat des municipales ? À quoi vous faites référence ? En fait, je ne vais pas vous l'apprendre, on est dans un système politique et aussi médiatique qui font que le spectaculaire est très mis en avant. Dans cette élection, on a quelque chose de très spectaculaire, c'est qu'on a des frères ennemis qui pour nous sont strictement les mêmes, étant donné qu'ils viennent du même sérail. D'ailleurs, on parlait de la campagne et de la dynamique, on vient de lancer une campagne d'affichage sur toutes les colonnes Maurice de la ville de Nice, où on voit la fameuse photo d'Estrosi et de Ciotti qui s'embrassent, et on a marqué dessus ni l'un ni l'autre. Donc c'est une campagne spectaculaire où dès que l'un dit quelque chose, l'autre vient en confrontation. C'est une campagne qui est très viriliste aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces deux-là veulent rentrer dans un octogone pour en finir. Nous, on se pose pas là-dessus. Déjà, on les prend d'un même bloc. Pour nous, c'est le même projet politique, qui est un projet politique très réactionnaire, très libéral aussi, avec des équipes qui sont interchangeables. On rappelle, par exemple, on a une personnalité comme Gaël Lofry, qui est dans l'équipe de Christian Estrosi, qui était un ancien du Rassemblement national. Aujourd'hui, Éric Ciotti est passé partenaire avec UDR au Rassemblement national. Il est avec Bernard Chais, député avec lui à l'Assemblée nationale, et aussi futur colistier, qui lui était dans l'équipe de Christian Estrosi. Tout ça, c'est un entre-soi. C'est un entre-soi. On a l'impression, et vous le savez très bien, qu'on est dans une guerre de baronnie locale, et c'est pour ça que nous, on rentre en campagne de façon très très volontaire, évidemment en portant un projet politique radicalement opposé. Voilà pourquoi on disait que c'était une campagne qui était très du temps pour pouvoir en parler. On va développer évidemment tout à l'heure sur le fond des propositions, mais d'abord on poursuit sur cette ambiance de la campagne. Vous l'avez dit, l'affrontement est sévère entre les deux favoris, pas mal de révélations aussi qui sortent, notamment à l'encontre de Christian Estrosi. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça aussi ? Ça m'inspire qu'en politique, il faut de la transparence, sur tous les tableaux. Là, Christian Estrosi ne veut pas révéler ses frais de représentation. On a appris ce matin dans Mediapart qu'il s'élevait à une somme très très grande, plus de 30 000 €. C'est quelque chose d'aberrant. Alors,
Le Sud-Est, globalement, mais particulièrement la Côte d'Azur, est surreprésentée dans les élus qui... Dans ce palmarès des 20 élus qui dépensent le plus en termes de frais de représentation. Voilà, on rappelle que les frais de présentation, c'est l'habit, les restaurants, les choses comme ça. Vous rentrez avec ça si vous êtes totalement. élu, Déjà, première des choses, il faut que ces choses-là soient publiques. Qu'on soit bien d'accord, on parle là d'argent public. Christian Estrosi a une fâcheuse tendance à faire du paternalisme municipal. Il parle toujours de mes administrés, ma ville. On est toujours voilà, il faut qu'on lui fasse confiance parce que monsieur va nous protéger. Voilà, moi, j'ai pas besoin d'un papa. J'en ai déjà un, je le salue. Mais en attendant, j'ai besoin que le maire et les élus pour lesquels la population vote soient à notre service et pas l'inverse. Donc, évidemment qu'on rompra avec ce genre de pratique parce que c'est de l'argent public qui appartiennent aux contribuables, ici niçoises et niçois, et ils ont tout à fait le droit de savoir ce qu'on en fait. Je voudrais préciser quelque chose. Moi, j'ai été candidat aux législatives de 2024 avec l'étiquette Nouveau Front Populaire. Les frais de campagne, c'était une campagne très rapide qui s'est élevée à peu près à 10 000 euros. Les frais de campagne, il y a eu des dons qu'on a remboursés à l'euro près, et les services de la préfecture nous ont demandé aussi à l'euro près chacune des dépenses que l'on faisait. Et honnêtement, c'est tout à fait normal, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Donc à partir du moment où on demande d'un côté de la transparence totale, il n'y a aucune raison pour que les élus qui nous représentent et qui sont à notre service ne fassent pas la même chose. On va parler dans un instant des personnalités qui vous soutiennent. Juste un mot sur Éric Ciotti. S'il est élu, Jean-Pierre River, l'ancien président de l'OGC Nice, sera son premier adjoint. Est-ce que vous considérez que c'est une belle prise, une grosse prise, et que finalement ça pipolise un peu aussi la campagne? Bah écoutez, Jean-Pierre River avait l'air de dire qu'il ne faisait pas de politique et qu'il était là pour soutenir la cause. C'est un peu étonnant de ne pas faire de politique quand on va être le futur numéro 2 de celui qui prétend être le premier maire d'extrême droite de la plus grande ville, d'une des plus grandes villes de France. Donc, il ne le prétend pas comme ça. Hein. Lui, il dit qu'il sera sans étiquette apparente, que c'est une liste d'union. Mais effectivement, il est bien président de l'Union des droites pour la République, qui est un parti associé, allié au Rassemblement national. Être sans étiquette derrière l'extrême droite, pour ma part, c'est être... Vous trouvez ça malhonnête Non, c'est pas malhonnête. C'est pas malhonnête de sa part, c'est juste qu'il participe à un projet d'extrême droite. Et malhonnête de ne pas assumer cette filiation avec le RN, enfin cette filiation, en tout cas cet accord avec le RN. Oui, c'est pas très honnête, oui. Et vous dites à Jean-Pierre River, vous rejoignez une liste d'extrême droite, c'est ce que vous lui dites. Hein. Complètement. Absolument. Mais bon, c'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. Donc je vais pas me mettre aujourd'hui à le prévenir de quoi que ce soit. Il sait qui est Éric Ciotti, il connaît son palmarès, il connaît son histoire, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a fait. Bon, voilà. Justement sur les soutiens, vous avez commencé vous aussi à publier le nom de certains de soutiens qui sont élogieux. Éric Lagadec, notamment l'astrophysicien, Geneviève Leguez, on parle aussi de soutiens nationaux qui pourraient vous rejoindre, vu effectivement l'enjeu que représente Nice avec l'affrontement entre Christian Estrosi et Eric Néry qui intéresse aussi bien le national. Est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça qu'on peut déjà donner de votre côté? Oui, mais je ne vais pas les donner parce que justement ça fait partie de l'intérêt et du rythme de la campagne. Et du rythme, de dévoiler quelques noms au fur et à mesure. Mais en fait, vous faites bien de dire que nous, on prend ça comme une campagne nationale. On a donc Éric Ciotti et Christian Estrosi qui sont deux personnages nationaux et qui utilisent leur tribune locale, un en tant que député et l'autre en tant que maire, souvent pour donner leurs avis sur la politique nationale. Donc ça va être très important cette élection parce que nous aussi, quand on sera à la ville, il faudra aussi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne position sur certains sujets. Alors, c'est pour ça que, je finis là-dessus, excusez-moi, on dit toujours que Nice est le laboratoire d'une certaine idée d'idées réactionnaires, libérales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on voudrait en faire un laboratoire de l'autre côté, et c'est pour ça qu'il y a des personnalités nationales qui viendront nous aider dans ce combat. Qu'est-ce que vous reprochez de plus au bilan de Christian Estrosi, là où il a le plus failli, selon vous? Pour moi, là où il a le plus failli, c'est flagrant. Quand on voit là où on habite, quand on parle à nos proches, amis, famille, et aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait du porte-à-porte, c'est sur le logement. Aujourd'hui,
il est très 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 difficile de se loger à Nice et les gens qui nous écoutent le savent très bien. Déjà sur les prix, même quand on a un métier qui nous permet de gagner notre vie correctement, on va dire, l'expression de dire quand on est un Français moyen, c'est très difficile de vivre ici. Et le logement fait que on ne peut pas venir s'installer à Nice, ou alors on est obligé de s'exiler. Il y a beaucoup de retraités avec des petits revenus qui s'exilent de la ville, qui s'exilent du département. Il y a des actifs qui sont obligés de s'exiler dans les vallées alors qu'ils ne le souhaitent pas forcément, et qu'en plus, il n'y a pas d'offre de transport en commun pour éviter de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de bouchon par jour. Et Christian Estrosi le dit lui-même, avec son adjoint Anthony Boré, qui est le président de Côte d'Azur Habitat. Là, dernièrement, social du département. Voilà, dernièrement, il se réveille en disant, chez les fonctionnaires, par exemple, personnel hospitalier, enseignants, policiers, c'est difficile de venir habiter sur la ville de Nice, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est quand même leur bilan. Ils critiquent eux-mêmes leur propre bilan après 3 mandats de Christian Estrosi. On rappelle une chose, je vous parlais de la classe sociale, en gros, des Français moyens de Nice, qui ont tendance à vivre une situation de déclassement. Nice a un record quand même qu'il faut toujours marteler, et nous on le dit constamment, c'est qu'on est dans une ville qui compte 20% de personnes sous le seuil de pauvreté. Une personne sur 5. Une personne sur 5. Ça veut dire qu'on parle ici de femmes, d'hommes, d'enfants. Voilà, c'est des familles, ça représente des familles, des personnes âgées, des actifs et des actives, des familles monoparentales. Une grande majorité des familles monoparentales c'est des femmes seules avec enfants. Ces gens-là ne peuvent plus se loger à Nice. Et donc, derrière ces chiffres-là, il y en a d'autres. C'est que, par exemple, le logement social public, on n'en a pas suffisamment ici. On a 14% de logement social public. Nous, on parle de logement public. Pourquoi ? Bien en dessous de la loi SRU. La loi SRU impose à une ville de la taille de Nice d'en avoir 25%. On en a 14%. Et la progression de logement social tout au long des 3 mandats de Christian Estrosi est très très faible. Alors justement sur ce point, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que on connaît les difficultés du foncier. Aujourd'hui, on construit quand même un peu moins, même si on construit encore. Globalement, concrètement, demain, Mireille Damiano est élue maire de Nice. Qu'est-ce qu'elle lance comme programme pour le logement social ? Est-ce qu'on fait du reclassement ? On transforme de l'existant en logement social ? Est-ce qu'on construit ? Quel est le programme sur ce point ? Alors, je vous réponds tout de suite, mais avant, je voudrais juste dire qu'il y a 26 000 familles en attente de logement social public sur la ville de Nice. Donc, faut intégrer les chiffres qui sont gigantesques. Alors, nous... Il y a 5 points que vous mettez en avant pour résorber la crise de logement. On ne prétend pas avoir une baguette magique. On n'est pas là sur la politique de la bonne idée. Par exemple, le fait de surélever des bâtiments, on n'a rien contre, mais si c'est pour proposer une dizaine d'appartements supplémentaires à la fin d'un mandat, ça ne sert pas à grand chose vu les enjeux que je suis en train de vous exposer. Donc déjà, progressivement, tendre vers le 25% de logement social, et pour ça, déjà on va préempter fortement les logements de la ville de Nice. Aujourd'hui, Christian Estrosi, quand il y a un bâtiment à vendre, il le préempte, c'est-à-dire qu'il l'achète et ensuite c'est vendu à la plupart du temps des hôtels de luxe. On le voit sur le Mama Shelter dans le quartier de Riquier vers le port. Pour nous, ça c'est terminé. Vu la situation d'urgence qu'on vit, la préemption, ça sera uniquement pour le logement. Ça c'est une chose. Ensuite, on va aussi construire, mais on ne va pas faire comme ils ont fait sur la plaine du Var, on ne va pas construire sur des terres agricoles, naturelles, on va construire sur quelque chose qui est déjà bâti, anthropisé comme on dit. Ensuite, on va faire en sorte qu'à chaque nouvelle construction, chaque nouvel immeuble qui sorte de terre, il y ait 30% qui soit alloué au logement social. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui permet d'aller vers ce genre de proposition. Donc nous, chaque immeuble qui sort de terre, c'est 30% de logement social. C'est très très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce logement public qu'on propose à l'ensemble des personnes qui en ont besoin, pourront être présents sur à peu près tous les quartiers de la ville de Nice.
il faut casser les ghettos. La politique qu'on a eue dans les années 60 qui fait que le logement public n'est que à l'extérieur de la ville, ça, il faut arrêter avec ça. Tout ça, dans l'idéal, tout le monde y souscrira. Mais par exemple, où est-ce que vous construisez? Quand vous dites, je reprends votre expression cette semaine, construire sans bétonner sur des sites déjà anthropisés, sans défricher les espaces naturels, c'est où? Parce qu'on sait très bien que de l'espace et du foncier à Nice, il y en a très très peu de disponibles. Je vous donne un exemple. Moi, j'habite quartier Saint-Roch. Quartier Saint-Roch, il y a énormément d'endroits. Il n'y a plus de dents creuses. Une dent creuse, c'est quoi? C'est un espace libre entre deux immeubles. C'est ces vieux garages qui ça n'occupaient que le construit partout. Il n'y a plus... c'était l'entreprise Maciota. C'était ensuite, quand on remonte un petit peu plus haut vers Pasteur, il y a tout ce qui est usine, vers Gazélec, vers le quartier Saint-Charles, etc. Tout ce qui était terrain plus ou moins industriel, c'est terminé et on voit des immeubles pousser. D'ailleurs, parenthèse, il n'y a pas d'écoles qui sont construites en parallèle, ni école ni collège, ce qui fait que les élèves, on ne sait plus où les mettre. C'est un vrai problème, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Dans ces immeubles-là, nous, c'est ce que je viens de vous expliquer, on propose de faire de ces immeubles-là des immeubles avec 30% de logements publics à l'intérieur. Donc déjà, voilà, ça c'est une des pistes qu'on propose. Ça, c'est pour le logement public. Mais pour le logement privé, on propose d'encadrer les loyers, comme ils l'ont fait à Paris, comme ils l'ont fait à Lyon, comme ils l'ont fait à Lille. C'est des choses qui se décident en partenariat avec le préfet. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place maintenant. Je venais de vous faire des propositions sur le logement. Le logement, la construction de logements, c'est sur le long terme, mais l'encadrement des loyers dans le parc privé, on peut le faire maintenant. Absolument. Voilà. Donc ça, tout de suite, quand on arrivera à Nice, à la ville, c'est quelque chose qu'on va mettre sur le tapis tout de suite. Ouais. Il y a aussi l'encadrement des Airbnb. Ouais. Là encore, on voit Christian Estrosi qui s'active pour dire qu'il va encadrer les Airbnb. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas assez. Alors, en tout cas, il ne fait pas suffisamment dans le cadre de ce que la loi lui permet. Mais vous imaginez bien, parce que quand on fait de la politique, il faut avoir de la volonté. Et quand on a la volonté, pour sa part, d'orienter notre ville vers du surtourisme, vers la bascule, on passe du tourisme à la bascule du surtourisme, avec que des hôtels de luxe, avec que des projets événementiels, et que l'hôtellerie classique ne suit pas, vous imaginez bien que là-dessus, le Airbnb est une aubaine. Donc il n'y a pas de volonté. Même s'il le dit, il n'y a pas de volonté. Et qu'est-ce que vous ferez, vous, alors ? On encadrera avec... Parce que c'est déjà encadré, vous encadrerez davantage. La loi le permet, mais en attendant, la ville de Nice n'utilise pas la loi comme elle le devrait pour pouvoir le faire. Ce sont des logiques ultra-capitalistes. Ouais. Donc en fait, quand on ouvre une fenêtre comme le Airbnb, tout de suite s'engouffrent là-dedans les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, là on n'est pas en train de parler de proches qui pourraient louer une chambre parce qu'ils ont un petit peu de mal à payer ou leur prêt ou leur loyer. On est en train de parler de promoteurs immobiliers qui viennent, qui ont les fonds, qui achètent des immeubles entiers ou des appartements entiers, qui font de ces appartements 2, 3, 4 petits appartements pour des touristes. Et c'est ce qui fait que des gens, par exemple, qui vivent dans un quartier populaire comme le Vieux-Nice, se retrouvent sans voisins, se retrouvent seuls sans voisins, à ne pas pouvoir voter dans des réunions de copropriété des travaux. Et c'est ce qui fait aussi que les appartements sont peut-être des petits appartements chics pour accueillir des touristes, mais dans un grand immeuble qui, lui, part en vétusté. Et ça, c'est un système qui est plus possible. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est quoi le surtourisme, d'après vous? Est-ce qu'il guette vraiment Nice? Est-ce qu'il menace vraiment Nice? Le surtourisme, c'est... voilà, alors... On va pas faire, on n'a pas beaucoup de temps, on va pas faire d'histoire. C'est important parce que tout ce qui est touristique, on a l'impression que vous appelez ça le surtourisme. Non, pour autant, c'est quand même une grosse partie de l'activité économique de la ville. Complètement. Historique, c'est à ça que je voulais venir. Il y a plusieurs villes en France et dans le monde qui sont touristiques. Nice est touristique depuis la fin du 19e siècle. On a donc les hivernants, les bourgeois russes et anglais qui sont venus à partir du 19e siècle pour passer l'hiver ici. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec les quelques soldats américains qui sont restés, qui ont montré un petit peu les loisirs d'été, Nice est devenue une ville aussi touristique sur la saison d'été. Donc ce qui veut dire qu'on a un tourisme 4 saisons. Donc ça, c'est l'économie principale, l'industrie du tourisme est l'économie principale de la ville de Nice et ça ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, Christian Estrosi, sous ses différents mandats, lui fait passer la ville de Nice dans le point de bascule du surtourisme, c'est-à-dire au moment où le tourisme n'est plus un apport pour faire vivre les habitants et les habitantes, mais au contraire les empêche de vivre.
Rendre la ville, c'est un slogan qu'on a, on veut rendre la ville aux Niçoises et aux Niçois. On disait tout à l'heure qu'on ne peut plus habiter dans notre ville parce que justement toutes ces le surévénement, le fait qu'il y ait par exemple pendant l'été un grand événement tous les 10 jours, le carnaval qui n'est plus pour les Niçoises et les Niçois, tout ça fait que on ne peut plus vivre dans notre ville et notamment pour le logement. C'est ça qu'on appelle le surtourisme. Il ne faut pas que la ville de Nice se transforme comme Venise. Venise, c'est une ville musée. Alors c'est très beau, j'ai eu la chance d'y aller une fois dans ma vie, mais en attendant, les Vénitiens ne peuvent plus y vivre. Donc c'est Venise sans les Vénitiens, c'est pas possible. Nice, c'est pas sans les Niçoises et les Niçois. Donc c'est ça notre projet. Olivier Salerno, dans quelques secondes, Frédéric va vous emmener sur la philosophie du projet de Nice-Rambouillet. Une dernière question quand même importante sur les transports. Vous en avez parlé tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au maillage des transports ? Je mets de côté un peu la question de la gratuité, même si j'imagine que vous allez nous en parler. Vous trouvez que les efforts sont insuffisants ? On a quand même pas mal de lignes de tramway. Le territoire est plutôt correctement couvert par les bus, quasiment 24 heures sur 24. Il y a encore des angles morts. Qu'est-ce que vous amélioreriez dans cette offre de transport en commun ? Avec ce projet aussi, je le rappelle, de centre multimodal où l'aéroport sera connecté au TGV et au tramway et au bus. Voilà. Bon, déjà, contrairement à d'autres départements en France, on n'est pas dans un département qui a une grande culture du transport en commun. Déjà. Alors, on a des lignes de tramway qui sont tout à fait correctes, mais qui ne sont pas suffisantes. Je rappelle que toutes les villes de la métropole financent le tramway niçois. Il n'y a pas un mètre de rail du tramway qui ne dépasse pas la ville de Nice. Donc j'en parle. Ce sera bientôt le cas. Voilà, c'est bientôt le cas. Ça fait plus de 20 ans que le premier coup de pioche a été donné. Le quartier de l'Ariane, le tramway n'y va toujours pas. Alors qu'il a été financé dès le départ, sous la mandature de Perra, pour pouvoir aller tout de suite à l'Ariane, à la Trinité, à Drape. Il y a eu même des financements européens pour ça. 20 à 25 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Ce que nous, on fera, au-delà de la gratuité, c'est d'étendre le réseau. Alors, le tramway, c'est une chose, mais il ne faut jamais oublier aussi que, vous parliez des bus tout à l'heure, c'est très très important de mettre un maximum de bus partout, dans tous les quartiers, notamment les collines, les endroits où c'est un petit peu difficile d'aller, parce que c'est pas vrai qu'on mettra un tramway dans les collines. Par contre, on est tout à fait en capacité de proposer des transports publics type bus fiables, très fréquents, à toute heure, confortables, qui font que, parce que c'est ça l'objectif numéro 1, c'est laisser la voiture au garage. Mais toujours en proposant une alternative. Parce que si on commence à casser les automobilistes, et notamment, crédible, hein. Voilà, et notamment les travailleurs et les travailleuses qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller au boulot, et si on commence à leur dire, vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture, mais à côté de ça, ils n'ont pas d'alternative crédible de transport en commun, alors ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'on propose les transports en commun gratuits, parce que l'objectif numéro 1, dans une ville comme la nôtre, qui est très polluée, et dont le facteur de pollution numéro 1, ce sont les transports, pas que les voitures, mais les voitures, les camions, les avions et les bateaux, alors une des priorités, c'est de laisser le véhicule au garage. Bien sûr. Est-ce qu'il faut désarmer les policiers municipaux, comme le préconise Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI? Alors je vois que ce débat sur l'équipement, en règle générale, des policiers municipaux, fait beaucoup parler. Il faut prendre l'idée par un autre prisme. On manque vraiment, drastiquement, de policiers de terrain, de policiers municipaux de terrain, sur le terrain de proximité. De proximité, merci. Je suis désolé, c'est le sujet sur lequel tout le monde parle tout le temps et nous aussi, et j'ai oublié le mot. On manque drastiquement de policiers de proximité. Je rappelle. Ce sera ça la priorité. La police municipale, ses missions premières, c'est de faire de la proximité, d'être proche des gens. Ouais. Pour être proche des gens, il faut être en capacité d'aller leur parler. Je rappelle quelque chose qu'on oublie toujours dans le débat. Et empêche. Le suréquipement déjà coûte très très cher. Je rappelle qu'on est sur une police municipale qui coûte très cher et le prix
que l'on met dans cette police municipale qui est la police du maire pourrait être alloué à le fait de former les policiers pour l'écoute, l'accueil, être sur le terrain. On a un manque. Quand ils sont primo-intervenants au Lucerno, je ne vais pas reprendre l'exemple de l'attentat de la basilique Notre-Dame, même si il est quand même significatif, mais parfois, sur la voie publique, ils sont confrontés à des comportements agressifs, violents, ils sont parfois obligés d'intervenir, s'ils sont dans l'incapacité de se défendre. Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je voudrais qu'on soit vraiment très clair sur l'émission. On est sur Christian Estrosi, qui, il n'y a pas longtemps, a voulu rendre hommage à son camarade Nicolas Sarkozy en donnant le nom du parvis du nouvel hôtel de police, Nicolas Sarkozy, justement. On rappelle que Nicolas Sarkozy a supprimé 10 000 postes de policiers de proximité. Ce qui veut dire que on a un manque drastique de policiers de tout corps. Police de proximité, police nationale, officier de police judiciaire, justement pour démanteler les gros trafics, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains et notamment la prostitution. Donc ces gens-là qui d'un côté assèchent les policiers exactement comme n'importe quel fonctionnaire, comme ils ont asséché l'hôpital, comme ils sont en train d'assécher l'école publique, sont en train de nous faire des leçons pour des opérations médiatiques. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas longtemps, Christian Estrosi est allé au quartier Roquebillière. C'est pas très très loin de chez moi. Il a annoncé la création d'une brigade municipale des stupes. C'est quelque chose dont il a le secret, c'est-à-dire que c'est hors de tout cadre administratif. Il y est allé avec la presse, très entouré, c'était très viriliste là encore. Et nous, on y a été le lendemain en porte-à-porte. C'était un quartier justement où on avait prévu de faire un porte-à-porte le lendemain. Donc on a été au contact des habitants et des habitantes. Les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils disent, bah oui, effectivement, il y a du deal en bas de chez nous. Effectivement, ils ne vont pas dire le contraire. Ils se sentent aussi en insécurité. Mais par contre, le fait d'avoir vu cette espèce d'avalanche et de démonstration, de suréquipement, de surarmement, pourquoi ? Pour partir tout de suite après et les laisser tout seuls. Mais Olivier Serrano, juste pour terminer, si on met de côté Christian Estrosi, l'État... On ne peut pas le mettre... Je suis désolé. Et vous allez comprendre le sens de ma question. Demain, Christian Estrosi n'est plus maire, vous êtes maire. Il y a toute la partie régalienne qui est gérée par l'État. Si demain, l'État ne donne pas plus de policiers nationaux à Nice, est-ce que c'est bien prudent de désarmer la police municipale ? Vous comprenez mon raisonnement, ça va. S'il y a plus de policiers de proximité, ok, il faut en parallèle plus de policiers nationaux. Comment vous irez les chercher ces policiers ? Parce qu'on a aujourd'hui un problème de narcotrafic évident dans le département. Alors, vous parlez d'un projet politique global. Oui. Et nous, c'est ce qu'on défend aussi. Il y a un projet politique global. Il n'est pas normal que les maires aient la responsabilité de la majorité de la sécurité sur leur territoire. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça veut dire qu'une ville qui peut se permettre d'avoir des policiers aura des policiers, alors que la ville d'à côté qui ne peut pas se le permettre parce que les finances ne le permettent pas, ne peut pas avoir le droit à la sûreté publique. Ça, c'est pas possible. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on est dans une ville laboratoire avec des personnages qui ont un poids très fort sur la politique nationale, notamment sur les débats qui se passent à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous, on fera tout pour que chaque corps de métier dans la police soit à sa place. Et voilà, vous ne fermez pas la porte au désarmement, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le désarmement, c'est une option possible dès lors qu'il y a des moyens sur le terrain davantage. Mais parce que c'est primordial. C'est parce qu'en fait, si on a une mission et qu'on est surarmé, ça veut dire qu'on enverra un policier municipal sur une mission qui n'est pas la sienne, on le mettra en danger. Alors que le coût de son surarmement pourrait être déterminant dans sa capacité et dans son rôle à lui de police, de proximité, de prévention. On oublie, je suis désolé de finir là-dessus parce que c'est très très important, on oublie que la première des sécurités, c'est la prévention. Si vous voulez parce qu'on parle souvent des ados, des mômes et tout ça, si vous voulez qu'il n'y ait pas de petites bêtises dans un premier temps et de basculement ensuite dans la délinquance, il faut prévenir. Pour ça, de l'associatif, de l'éducateur, de la police de proximité, c'est la première des choses. On a bien compris. Des questions, vous répondez par oui, par non, si vous voulez bien. Est-ce que si vous êtes élu, il faut vous retirer Nice de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, oui ou non ? Oui. Très bien, au moins c'est clair. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ce qu'a soumis l'autre liste de gauche, c'est-à-dire de supprimer l'aviation d'affaires à l'aéroport de Nice ? Oui. Vous le feriez aussi, hein ? Vous m'avez pris de court. J'ai pas tous les éléments. Alors, je suis désolé. Hein, philosophiquement, vous comprenez. Je ne suis pas. Alors,
pardon, parce que j'avais jet privé dans ma tête. Oui, donc si c'est jet privé, celle-ci, oui. Voilà, si c'est jet privé, oui. Absolument. Maintenant, si ce sont des hommes et des femmes d'affaires dans des avions de ligne... Non, on est d'accord. C'était vraiment jet privé. Voilà. Toujours oui ou non, avec 2 listes au premier tour, la gauche a-t-elle perdu ses élections? Non. Il y a encore l'espoir. Si Éric Ciotti est soutenu par le Rassemblement national risque de l'emporter au deuxième tour, est-ce que la gauche devra se retirer? Non. Dernière question, en oui ou non. Au cas où 2 listes de gauche accédaient, ou les 2 listes de gauche accédaient au deuxième tour, est-ce que la plus faible devra se retirer au profit de la plus forte? Je ne vais pas vous répondre ni par oui ni par non. Il faudra que Vous avez joué jusqu'ici, donc vous avez le droit d'avoir une réponse plus complexe. Vous avez le droit à un joker. Voilà, c'est pas un joker en fait, c'est les règles de la politique. La liste la plus forte aura le devoir de tendre la main à la liste qui se sera qualifiée au second tour également. Très bien. Un petit mot de la France Insoumise, Nicolas. Oui, alors la France Insoumise, évidemment, porte aussi sa voix au niveau national. Elle appelle à une motion de censure et à la démission du président de la République. Est-ce que ça ne serait pas, au vu des sondages et de la cote de popularité du Rassemblement national, une grande voie ouverte au RN? Dans la vie, quand on a des problèmes et qu'on se cache les yeux, la bouche, les oreilles, ça ne règle pas les problèmes. La peur n'empêche pas le danger. Moi, ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron est le problème numéro 1 depuis ses 2 mandats dans ce pays, et que tout ce qui bloque, et on le voit sur l'ensemble de son œuvre, j'allais dire, plus on avance, plus ce qui bloque, c'est Macron qui ne veut lâcher sur rien. Il y a quand même quelque chose de particulièrement choquant dans ce qu'on vit depuis juillet 2024, depuis les dernières élections législatives. Le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Le nouveau Front Populaire a gagné les élections, mais le nouveau Front Populaire n'a pas été au gouvernement. C'est quelque chose d'inédit. La fois d'avant, où on n'a pas respecté les élections, c'était pendant le référendum sur la Constitution européenne. Et les Françaises et les Français, en 2005, tout à fait. Les Françaises et les Français avaient voté non, dans une très large partie, 55%. Mais là, on risque de se retrouver avec une majorité très largement, et ensuite, voilà, presque absolue RN. Eh bien, écoutez, on verra. Vous êtes prêt au combat, vous dites... nous, on est... Attendez. C'est pas parce qu'il y a danger qu'on va pas y aller. Déjà, les Insoumis, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est prêt à aller au combat, sans aucun problème, que ce soit nationalement ou localement. On l'a prouvé depuis plusieurs années, là-dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, autre chose, on n'a pas peur des élections, on n'a pas peur de revenir devant le peuple. Là, je suis en train justement de vous décrire que les élections n'ont pas été respectées. Alors on les a gagnés la fois d'avant, mais sur les prochaines qui vont arriver, on va mettre toutes nos forces dans la bataille, croyez-moi, pour les gagner, parce qu'on sait que c'est possible, contrairement à ce qui se dit, la petite musique, comme quoi c'est pas possible, Jordan Bardella est très très en avant dans les sondages, très certainement surreprésenté, parce que vous savez comme moi que les sondages c'est un outil intéressant pour savoir ce qui se passe à l'instant T, mais en attendant, parfois, il y a des biais qui font que les choses sont surreprésentées. Je vous rappelle que, pour reparler de ces élections législatives de 2014, 14 sondages, 14 fois Jordan Bardella était vu comme en tête, comme Premier ministre, et ils se sont trompés. Donc le message est clair. On n'a pas peur des élections, on n'a pas peur du peuple, on propose un projet, et là-dessus, nous, on prendra toute notre part dans ce combat. Dernière question politique. Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, est très critiqué. Est-ce que pour vous, il est au-dessus de tout reproche? Qui est au-dessus de tout reproche? Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il est au-dessus de tout reproche? Non, mais personne n'est au-dessus de tout reproche. Voilà. Écoutez, là aussi, moi, je fais une grande différence dans les sondages au doigt mouillé, d'opinion. Jean-Luc Mélenchon... Dernièrement, il me semble qu'il y a les sondeurs de Cluster 17 qui sont les sondeurs qui se sont le moins trompés sur les dernières élections, parce que justement ils ont une méthodologie un petit peu différente, montraient que la fiabilité de Mélenchon était assez mise en avant par rapport aux gens qui étaient sondés. Moi, je veux bien qu'on regarde toujours si le concours de beauté est bien ou est pas bien. Je regarde juste à notre niveau, à notre échelle locale. À Nice, vu que justement on parle de Nice. Aux dernières élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon il a fait 22% ici. C'était pas un coup de bol, la fois d'avant il avait fait 17%, donc il était en progression. Donc la fin justifie les moyens. En fait, s'il était si mal vu par les gens, on voterait pas pour lui. Ouais, mais comme un plafond de verre.
Comment ? Il y a quand même un plafond de verre. Attendez, j'ai pas fini ma démonstration. La fois d'après, il y a eu les élections européennes, avec la liste de Manon Aubry. C'était la liste de Raphaël Glucksmann qui était arrivé en tête sur toute la France. À Nice, c'était la liste de Manon Aubry, avec sur l'affiche, la photo de Jean-Luc Mélenchon. On est bien d'accord. Ça, c'était quand on est parti tout seul. Quand on est parti unis, avec la NUPES et le nouveau Front Populaire, je remarque deux choses. La première personne qui s'est qualifiée à gauche pour le second tour depuis des dizaines d'années, c'était un insoumis, Enzo Giusti. Ouais. Sur l'affiche, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, sur 2024, la seule personne qui a eu un deuxième tour avec 3 candidats, parce que justement le candidat Greg Monetti ne s'était pas retiré, c'était moi, absolument. Avec la photo de Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas de problème de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis le candidat qui a pris le plus de voix entre les deux tours. Donc si Jean-Luc Mélenchon était un rebutoir, ça se serait. Il se trouve que et nationalement et localement, c'est pas ce qu'on voit. Moi, c'est pour ça que, pour finir sur ma démonstration, je fais une différence entre les sondages d'opinion dont on a parlé tout à l'heure qui ont leurs limites, et les résultats dans les urnes, qui ne sont pas des sondages d'opinion. C'est la façon dont il arrive à ces résultats qui est souvent critiquée. Hein. On n'a plus le temps maintenant pour les tendre. Ah bah j'aurais bien aimé vous entendre, parce que justement, on fait du terrain. On va voir les gens, et c'est parce qu'on fait campagne, et parce qu'on convainc les gens qu'on arrive à avoir ces résultats. On vous réinvitera pour en parler. On passe à la dernière question, la question perso. Question qui vous est posée par Nicolas Gallup. Alors, Olivier Salerno, même certains de vos adversaires vous reconnaissent beaucoup de talent, ils disent de vous que vous êtes doué. Pourquoi n'avez-vous pas pris la tête de liste du Nice Front Populaire et est-ce que vous pouvez nous garantir que si Mireille Damiano est élue, elle restera maire ? Bien sûr, vu que si elle est élue... Pas de scénario à la Printemps Marseillaise. Ah non. Ça existait. Ça a fonctionné. Vous faites bien de le mettre en avant. Pas de scénario façon Printemps Marseillais. Il y a eu une discussion quand même pour savoir si vous allez y allez-vous ou elle ? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est nous les Insoumis qui avons proposé à Mireille Damiano, notre camarade du Rassemblement Citoyen Viva, d'être la tête de liste. On a... réfléchit à différents scénarios et vous savez, je viens de vous dire, la politique, moi je le prends de façon très très pragmatique, en fonction des résultats, en fonction de ce qui pourrait marcher, en fonction de ce qui matcherait, comme on dit. Mireille Damiano a été notre candidate en 2020. C'est bien aussi d'avoir une certaine stabilité. Donc ça permet aussi en 2026 de dire on continue avec la même équipe. C'est pas une question de prendre le lead ou pas, moi c'est pas mon problème. On arrive derrière notre candidate qui nous représente, mais en tant qu'équipe, d'accord ? Et on s'est dit aussi que c'était pas mal d'avoir... les gens ont déjà mis un bulletin Damiano dans l'urne. Ils ont aussi déjà mis pour une partie de Nice un bulletin Salerno dans l'urne. Symboliquement, ça peut être intéressant. Et puis surtout, sur les 4 personnes qui sont pour l'instant désignées, publiées, et vous verrez que la liste arrivera plus tard, on a Mireille Damiano, moi, dans l'ordre, Anne-Laure Chintron Insoumise et David Nakache de Viva aussi, et on s'est dit que c'était bien de commencer comme ça. Très bien, merci beaucoup Olivier Salerno de votre participation à cette émission. Merci Nicolas. Merci Frédéric. Pour la co-animation, merci à Christelle Benjamin pour la préparation, à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation. Merci à toutes et tous, bon week-end, à la semaine prochaine.